Bonjour à tous. Alors, vers un tourisme responsable en Centre-Bretagne, en Kreisbreizh, nous allons passer un petit moment ensemble afin de partager et lister les idées de bonnes pratiques actuelles et futures. Alors, c'est un atelier qu'on aurait dû faire en présentiel, voilà, durant une petite demi-matinée ensemble afin d'échanger sur ces sujets, de partager les idées et de s'inspirer les uns les autres. Étant donné le contexte, changement de format. Donc voilà, je vais m'enregistrer pendant une bonne demi-heure pour vous partager toutes ces pistes de réflexion. Mais l'idée, ce sera bien entendu que vous puissiez quand même remplir un document qui vous est donné avec le lien de cette vidéo pour lister vraiment concrètement vos bonnes pratiques actuelles et futures et pouvoir les partager avec les autres et ainsi pouvoir aussi consulter celles des autres et s'enrichir, profiter de l'intelligence collective. Donc d'abord pour commencer, vraiment vous dire, je ne me considère pas comme une experte voilà, en rien du tout. On apprend tous les jours, surtout sur ces sujets où il y a tellement à co-construire ensemble. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'avancée de ce que j'ai pu apprendre sur le sujet. Et voilà, c'est en rien statique, c'est en rien idéal. Et je suis vraiment preneuse aussi de vos commentaires, remarques, de vos idées en plus pour avancer plus loin. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Florie Thielin, j'habite à Rostrenain depuis une petite année maintenant. Je suis originaire du Loir-et-Cher, sinon dans un petit village à côté de Vendôme. Et puis voilà, j'ai pas mal voyagé ces derniers temps. Et voilà, le choix de venir vivre en Centre-Bretagne avec mon compagnon qui est irlandais, c'est fait. N'hésitez pas d'ailleurs à me rajouter sur LinkedIn ou sur Facebook. Et puis, si vous avez envie de faire connaissance lorsque vous passez à Rostrenain, à me faire signe, ce sera avec grand plaisir. Je travaille aussi beaucoup, donc je suis freelance, donc je travaille à mon compte, toute seule, avec un statut de micro-entrepreneur. Pas vraiment toute seule, hein, parce que je fais partie du réseau ATD, Acteurs du tourisme durable, et puis aussi du collectif de journalistes Voyageons Autrement, qui est un média alternatif qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis, je suis aussi animatrice pour la e-communauté tourisme du CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est voilà, assez institutionnel. Et je les aide à trouver des intervenants pour enregistrer des webinaires chaque mois autour de ces notions de tourisme et développement durable. Après, moi, vraiment, ce qui, j'irais tout ça, c'est mon côté engagé par rapport au tourisme durable, mais le cœur de mes compétences est surtout lié à la communication au web marketing, puisque je crée des sites internet, mais j'accompagne aussi des projets touristiques dans la réflexion autour de leur stratégie de communication. Je me définis un peu comme une couteau suisse web marketing, dans le tourisme et développement durable. Voilà, donc j'ai plein de casquettes différentes. Juste avant d'arriver à Rostrenain, j'habitais à Lyon et je donnais beaucoup de cours aussi pour des étudiants, j'animais des formations. Et sur mon site internet qui s'appelle 4rtourisme.fr, pourquoi 4R, on va en parler juste après, vous verrez que je partage de nombreuses ressources en téléchargement libre, à la fois des boîtes à idées pour les professionnels, mais aussi tous mes supports de cours et formations pour les étudiants ou de manière générale les apprenants, et puis aussi une boîte à idées pour les voyageurs. Voici à peu près. Et je travaille, quand je suis à Rostrenain, je travaille à la maison, mais aussi à l'espace de coworking T-Numérique qui est dans le bourg. Alors, au menu d'aujourd'hui, en entrée de notre... les restaurants sont fermés, mais on va quand même partager un repas ensemble aujourd'hui. En entrée, donc un peu en introduction, hein, qu'est-ce qu'on appelle un tourisme durable, responsable? En plat principal, donc on va en effet lister, partager des idées de bonnes pratiques. En dessert, en conclusion, mais qui sera aussi une transition vers un deuxième atelier, une deuxième vidéo, pourquoi et comment communiquer. Donc pour commencer, le développement durable, pour rappel, hein, donc on est, j'imagine vous avez déjà tous des idées sur le sujet, c'est pas une notion qui est inconnue, surtout qu'on en parle beaucoup. Donc autour de cette notion de durabilité, on a trois piliers principaux.
le côté environnemental, le côté plutôt social et le côté économique. Quand on parle de développement durable, c'est même critiquable par les personnes qui sont les plus dans les alternatives. Quand on parle de sobriété, etc., on critique le développement durable parce qu'il y a quand même cette notion de développement et de croissance économique derrière. On est bien dans quelque chose, un modèle qui est économiquement viable. Tourisme durable, est-ce une niche? Alors, il va y avoir la réponse dans les slides suivantes, mais le mot tourisme durable, c'est pas une niche. Par contre, l'écotourisme ou le tourisme dans la nature, ça c'est une niche. Le slow tourisme, quand on voyage doucement, qu'on ralentit et qu'on est en itinérance, que ce soit randonnée ou vélo, même à cheval, là, voilà, par nature, c'est des niches qui sont tourisme durable par essence même. On parle aussi de digital detox pour les personnes qui veulent partir quelque part où il n'y a pas de wifi et où ils veulent pas allumer leur écran, pas allumer le téléphone. On parle aussi de... Je vous ai mis ici quelques concepts un peu nouveaux, enfin nouveaux dans l'appellation, hein, mais c'est des choses qui existent depuis toujours. Staycation, c'est le fait de... Stay, ça vient de l'anglais. Stay, rester. Donc c'est rester là où on est pour les vacances et redécouvrir l'endroit où on vit autrement. On parle aussi de micro-aventure. Donc la micro-aventure, c'est de dire on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre une aventure. Exemple, pour certaines personnes, prendre une toile de tente et aller bivouaquer dans la nature, c'est déjà une grande aventure. Ou même sans tente, juste avec un sac de survie et regarder les étoiles. Je vois, quand j'habitais à Lyon, avec des copains, on est allé construire un igloo et dormir dedans dans les Alpes. Bah ça, c'est quelque chose de vraiment spécial. Et en fait, il n'y avait pas besoin d'aller très loin pour le vivre. Donc, ça fait appel aussi à la notion de créativité, peut-être pour mettre en avant différemment, finalement, des notions qui existent déjà. Et je vous ai mis là l'exemple de Chiloé, qui fait un gros travail au niveau de la communication pour rendre des choses qui sont finalement souvent assez simples, plus sexy, plus fun, et donner des idées de choses à faire. Surtout autour des grandes villes, en fait. Ils ont commencé autour de Paris, mais maintenant, ils se développent un peu partout. Leur site internet, c'est aussi un peu... C'est entre un blog et une agence de voyage en France. Ils sont à la croisée des deux. On parle aussi de tourisme participatif, lorsque les personnes viennent pour apprendre à faire quelque chose et mettre vraiment la main à la pâte, pas juste pour que quelqu'un leur montre, je ne sais pas comment on fait de la poterie, mais participer à un atelier de poterie et faire et repartir avec sa poterie. La notion de tourisme communautaire, qui est plutôt une notion qu'on retrouve en Amérique latine, où le tourisme est parfois organisé par les habitants d'un village, d'une île, par la communauté. Donc là, on est plutôt sur une manière d'organiser le tourisme, mais qui est souvent liée au fait de dormir chez l'habitant, de rencontrer les gens. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques exemples. En haut à droite, My Trip Tailor, en fait, c'est un outil qui a été développé par Michelin pour proposer, en particulier aux destinations, de mettre en avant l'itinérance sur leur site internet. Eurovélo, avec toutes ces belles Eurovélos à travers qui sillonnent l'Europe. Et on en a une aussi qui passe en Centre-Bretagne d'ailleurs. Hello Ways, un site internet qui propose des cités de randonnée à faire. Là aussi, on est plutôt autour des grandes villes. Mais je vous les mets parce que tout ça, ça peut vous inspirer aussi dans votre propre communication, puisque c'est des choses qui fonctionnent. J'ai remis le label Accueil paysan pour le côté tourisme rural. Donc voilà, là on est sur des sujets qui sont... Là on parle de niche quand on parle de ces différents concepts. Par contre, quand on parle de tourisme durable, responsable, citoyen, équitable, solidaire, écotourisme, slow travel, on pourrait déjà dire que ce sont des niches. Mais tous ces autres mots, finalement, c'est juste une notion tourisme durable. Pour moi, c'est un terme très professionnel, très technique, qu'on peut utiliser là entre nous parce qu'on est entre professionnels du tourisme. Mais c'est pas une niche en soi, c'est juste dire quels sont tous ces sujets qui sont au croisement des chemins entre le tourisme et le développement durable. Mais il faut que le tourisme durable, ce soit le tourisme tout court dans le futur, parce qu'en fait, devant tous les challenges, les défis auxquels on fait face aujourd'hui, au niveau écologique et social, on n'a pas le choix, il faut qu'on évolue vers tout ça.
Mais tourisme durable, voilà, c'est pas une niche, c'est juste un terme technique qu'on utilise entre nous. Donc en fait, ce tourisme durable, c'est l'affaire de tous. Bien sûr, on va avoir des modèles qui sont, par exemple, si on pense à l'auberge de jeunesse, bah, c'est plus social en fait, par essence. Et puis un écologe ou un refuge en montagne, des cabanes dans les arbres, oui, c'est plus écologique. Euh, et puis le côté plus rentable, c'est par rapport aux 3 piliers du développement durable que je vous ai mis là, les chambres d'hôtes ou des hôtels. Mais l'idée, c'est vraiment, il faut que tout le monde converge vers de toucher un petit peu aux 3 thématiques et pas avoir que des écolos, que des gens qui sont dans le social et que des gens qui sont rentables. Le développement durable et le tourisme durable, c'est réussir à avoir je dirais un minimum de niveau sur ces 3 sujets. Donc tourisme durable, finalement, bah, c'est en train de devenir un critère de qualité, c'est-à-dire que autant on a envie d'aller quelque part où il y a du Wi-Fi, qu'on a envie de plus en plus en fait, de citoyens sont au courant de ces faits, des défis auxquels on fait face et ont envie d'être dans un lieu aussi qui soit, voilà, qui n'ait pas un impact négatif sur ces sujets. Les 4 R du tourisme durable. Donc c'est pour ça que mon site internet s'appelle 4R Tourisme. Parce que je me suis longtemps posé aussi la question, quand on parle de tourisme durable, ok, il y a cette définition tourisme et développement durable avec les 3 piliers dont je vous ai parlé juste avant. Mais moi, ça m'allait pas cette définition parce que je trouvais que ça restait encore un peu trop, je sais pas, généraliste. Et je me posais la question en me disant, mais en fait, travailler pour un tourisme durable, ça veut dire quoi concrètement? Et je faisais souvent le yo-yo, et encore aujourd'hui, hein, il y a des jours où je me dis, oh, en fait, le tourisme, peut-être, c'est nul, ça sert à rien, je devrais mettre mon énergie sur autre chose parce que par rapport aux défis d'aujourd'hui, c'est pas important. Et puis d'autres moments où je me dis, bah non, le tourisme, c'est aussi la rencontre, c'est aussi la découverte, et tout ça, c'est chouette, quoi. Mais ça dépend quel type de tourisme. Et en réfléchissant sur qu'est-ce que ce serait finalement concrètement qu'un tourisme durable, je me suis retrouvée sur 4 actions à prendre dans l'ordre de priorité. Et ça fait penser aux 4 R que peut-être certains d'entre vous connaissent quand on parle des déchets. Quand on parle des déchets, on dit bah, il faut d'abord chercher à refuser le déchet dans un premier temps. Et de la même manière, en fait, j'ai appliqué ce concept au tourisme en se disant bah, pour un tourisme durable, en premier, se poser la question il faut qu'on soit ambitieux et quels sont les modèles de tourisme qui ne sont en rien soutenables et qu'il va falloir boycotter, sur lesquels on a envie de dire non. Après, c'est à chacun, on a tous des sensibilités différentes et on va mettre peut-être des choses différentes là-dedans. Personnellement, voilà, je suis pour le boycott des bateaux de croisière. Je trouve que c'est une industrie qui clairement est nuisible au niveau écologique, apporte vraiment pas grand-chose en termes de découverte. Ça donne beaucoup de tourisme de masse dans les endroits les ports où ils s'arrêtent, etc. Moi, je serais pour dire, mais c'est voilà, c'est Florie qui dit ça. Maintenant, c'est très compliqué d'être, on n'est pas dans une dictature, mais on peut dire non en tout cas en tant que voyageur, par exemple, ou en tant que professionnel, en disant bah non, si j'ai un client qui est un croisiériste qui me demande de faire un site internet, bah je veux pas, je mettrai pas d'énergie là-dessus. Ou en tant que voyageur, ou en tant que journaliste, bah j'en parlerai pas, je ferai pas d'article qui parle de ça, vous voyez. On peut se poser la question par rapport à l'utilisation des animaux dans le tourisme. Par rapport même au fait de prendre l'avion. Alors, bon, je suis peut-être pas dans le refuser, mais c'est là qu'on arrive sur le deuxième R, réduire. Sur quel sujet on va réduire? Donc peut-être que c'est se dire, bah voilà, je prends pas l'avion 4 fois par an pour aller me faire un city break dans une capitale européenne, mais je vais prendre l'avion une fois tous les... Bah, à chacun de mettre sa jauge. Hein. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager auparavant. Après, j'ai fait des voyages. En fait, je suis partie par exemple 2 ans en Amérique latine. Donc l'avion, finalement, je l'ai pris qu'une fois à l'aller, une fois au retour. Et entre les deux, je faisais du stop, je prenais le bus, je prenais le bateau. Donc c'est aussi se dire, pour ceux qui le peuvent, partir une fois où on se fait un tour du monde, où on prend le temps vraiment d'explorer un continent. Et puis ensuite, quand on revient, bah, je prends mon vélo et puis je fais des tours de Bretagne et puis je fais des tours de France. Voyager moins loin, moins souvent, moins vite. Dans se réduire, on retrouve cette question de sobriété appliquée au tourisme. Une fois qu'on a refusé certains types de tourisme, qu'on a réduit sur d'autres sujets et qu'on part quand même en voyage, on a le 3e R qui est remplacer. Donc c'est se dire, dans chaque acte, dans chaque chose que je vais faire, ou en particulier dans mes actes d'achat, je vais d'abord décider
d'une destination, et puis d'un hébergement, d'un restaurant, de souvenirs que je vais acheter, d'activités. Et à travers tout ça, c'est peut-être remplacer dans le sens choisir de dépenser son argent pour des modèles qui soutiennent des valeurs en termes d'écologie et de solidarité. Et puis le quatrième R, je mets là-dedans, donc c'est recycler, donc c'est transformer les vieux modèles pour les rendre plus solidaires, plus écologiques. Donc là-dedans, je mettrais par exemple les grands hôtels de chaîne, tous ces modèles qui existent. Et voilà, on va pas dire on n'en veut plus du jour au lendemain, mais en tout cas, on en veut différemment. Et comment insuffler une transition écologique dans ces modèles. Moi, c'est pas mon combat, c'est pas mon truc. Ce quatrième R, je le laisse à d'autres consultants et tout ça qui font bien leur travail. Mais voilà, moi, par exemple, mon truc, c'est de me dire comment je peux aider les entrepreneurs du tourisme qui partagent ces valeurs à être meilleurs en termes de communication pour avoir eux aussi leur part du gâteau, puisque souvent, c'est vrai que parfois les entreprises qui sont plus portées par l'argent sont bons en communication, alors que les gens qui sont passionnés, en fait, ils font bien ce qu'ils font, mais ils ne sont pas toujours bons sur la partie communication en amont, en particulier sur le digital. Mais après, voilà, donc, par exemple, c'est la manière dont je donne du sens à ce que je fais. Après, à chacun de voir comment on se positionne par rapport à tout ça. Ce que je vous partage là, à nouveau, c'est une réflexion et une manière de voir les choses qui m'est assez personnelle. J'ai pas fait une thèse sur le sujet. Mais je serais curieuse. C'est dommage qu'on soit pas ensemble parce que j'aurais aimé qu'on échange sur ces sujets tous ensemble. Il existe une charte du voyageur qui est la référence sur le sujet en français depuis 1997, qui met en avant ce que peut faire le voyageur pour voyager de manière plus responsable, à la fois avant le voyage, pendant et après. Vous pouvez le trouver sur le site internet de ATR. ATR, c'est un réseau d'agences de voyage et aussi un label. Ici, je vous partage une infographie proposée par les écolo-humanistes qui ont un blog et qui mettent en image plein de concepts différents, dont la partie tourisme. Donc, ils se sont dit, le tourisme, pour un tourisme durable, ça veut dire quoi? Donc, première question, pendant mes vacances, je pars? Oui, non. Si je pars, est-ce que je pars loin? Oui, non. Est-ce que je privilégie des transports doux? Oui, non. Vous voyez, on va comme ça, on retrouve ces différents points sur lesquels le voyageur peut agir, dont on a parlé juste avant, mais de manière plus graphique. Je consomme des produits locaux? Oui, non. J'opte pour des activités durables? Oui, non. Je choisis un logement écolabellisé? Donc pour un tourisme durable, qui doit agir et comment? Comme on ne peut pas trop échanger, je vais vous donner les réponses tout de suite. Donc l'équation forcément n'est pas si simple, hein, ça se saurait. On est dans un écosystème complexe avec plein d'acteurs différents. Et parmi ces acteurs, il y a par exemple les institutions publiques, on a besoin de lois qui soient peut-être plus ambitieuses sur certains sujets, de promouvoir aussi autrement. Donc là, je pense au comité régional ou départemental du tourisme, aux offices de tourisme. Donc vous, les entreprises, vous êtes là, sur la gauche. Donc l'idée, c'est que les entreprises d'abord se soumettent aux lois, paient leurs taxes, mais aussi puissent faire un peu plus pour ouvrir, montrer la voie, inspirer, sensibiliser. Mais on a besoin aussi que les influenceurs, les blogueurs, la presse, les agences de voyage en ligne, type Airbnb, Booking, etc., commencent eux aussi à mettre en place, mettre en action ces valeurs, à promouvoir autrement, sensibiliser les voyageurs. On a besoin que les voyageurs, qu'ils soient des touristes d'affaires ou des voyageurs qui, pendant leurs vacances, peut-être fassent les choses différemment, que les habitants fassent entendre leur voix lorsqu'ils ne sont pas d'accord par rapport aux décisions qui sont prises par rapport au tourisme pour prendre part au développement, au type de tourisme dont ils ont envie sur leur territoire, que les travailleurs du tourisme ne se laissent pas faire. On voit des endroits où il y a vraiment des abus dans le tourisme. Que des ONG, des assos, souvent ce sont celles qui parlent au nom de la nature, qui ne peut pas parler, et qui représentent la vie même de collectifs d'habitants, par exemple, ou de travailleurs qui, ensemble, sont plus forts à travers ces assos, ces ONG, pour militer. Et puis les écoles en général, mais aussi les écoles de tourisme qui vont former les futurs professionnels et citoyens de demain.
Donc vous, entreprise, vous êtes au milieu de tous ces acteurs et vous pouvez aussi faire votre part si vous avez envie. Justement, pour quelles raisons passer à l'action? Pour quelles raisons, qu'est-ce qui pourrait pousser une entreprise à mettre en place toujours plus d'actions vers un développement plus durable? La première raison, respecter les lois. Ça, c'est sûr que c'est le plus basique, quoi. Pour éviter les amendes, on va au moins respecter ce qui a été légiféré. D'ailleurs, sur ce sujet, il y a des choses qui sont en cours de développement. Là, je vous mets l'exemple de l'étiquette environnementale, qui est un projet porté par Betterfly Tourisme, validé par l'ADEME, qui est en cours d'expérimentation dans certains territoires en France, pour peut-être un jour avoir une étiquette comme pour les appareils électroménagers, pour les hôtels, avec différents indicateurs qui sont mesurés. Et ça donne une idée de la performance écologique. Peut-être qu'un jour, pour l'instant c'est une démarche volontaire, si ça vous intéresse d'ailleurs, Betterfly Tourisme propose des outils pour la mettre en place. Ça existe déjà, mais peut-être qu'un jour on peut se poser la question, est-ce que ce sera obligatoire? Si on voit les lois qui sont votées, un exemple ici de la loi Egalim qui a été votée en octobre 2018, qui doit être vraiment appliquée partout d'ici 2022, l'année prochaine, qui demande à ce que 50%, il y ait 50% de produits durables, dont 20% de produits bio. Donc là, on parle de la restauration collective, les cantines, les hôpitaux. Mais peut-être qu'un jour, il y aura la même loi finalement pour la restauration commerciale. Pour l'instant, pour la restauration commerciale, on est sur un programme d'incitation avec une certification à 3 niveaux. Donc à la suite d'un audit qui est à la charge du restaurateur, qui coûte à partir de 500 € l'audit, vous pouvez montrer le label AB, agriculture biologique, sur votre restaurant. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas obligatoire. Mais qui sait dans le futur ce que ça va devenir. Là, c'était l'exemple de Notre Affaire à tous, qui a fait des propositions juridiques pour une réduction drastique des émissions de l'aérien, par exemple. On travaillait sur ce projet qu'ils défendent auprès de nos élus de l'Assemblée nationale. Et là, je vous ai fait un tableau récap, alors qui n'est pas exhaustif, et je l'ai fait, vous voyez, il y a déjà 2 ans, donc j'imagine ça demande beaucoup de travail d'aller regarder ce qui se dit au niveau juridique, mais c'est pour vous donner des exemples de lois qui ont été votées, qui doivent être appliquées à différents horizons. Je vous ai mis des liens aussi. Vous aurez ce document, donc vous pourrez accéder à tous ces liens à chaque fois, qui sont soit en bas des diapositives, ou soit dans le texte. Donc là, voilà, je parle de différentes normes juridiques, mais on ne va pas développer. Donc respecter les lois. Deuxième, réduire ses coûts. Parce qu'en effet, mettre en place, faire attention à l'énergie qu'on consomme, à l'eau, etc., ça peut permettre de réduire ses factures. Aller vers un tourisme plus durable, c'est aussi offrir une meilleure expérience aux visiteurs, puisque forcément, si on propose par exemple au restaurant des produits du coin, de saison, frais, bah forcément, à la fin, on propose quelque chose de plus qualitatif. Ce qui permet de, comme on disait tout à l'heure, c'est finalement un critère de qualité en plus. Mais c'est aussi quelque chose que peut-être vous pouvez valoriser au niveau de votre prix et puis vendre un peu plus cher finalement. Et à la fin, donc c'est pas forcément contraignant, ça peut permettre de réduire les coûts, mais aussi de gagner un peu plus d'argent et finalement d'augmenter sa rentabilité. Fidéliser ses employés, attirer des candidats, de plus en plus de personnes cherchent à avoir plus de sens dans leur métier. Là, on arrive à, je dirais, un niveau encore au-dessus, c'est-à-dire que si vous développez une entreprise, un hébergement touristique, des activités, un restaurant, qui soit vraiment à fond sur ces sujets de durabilité, bah, ça peut être aussi un élément qui vous différencie, qui inspire confiance, et ça peut faire partie intégrante quelque part de votre concept. Et puis, c'est se dire, j'ai envie d'assurer le futur du tourisme dans ma destination. Il y a des endroits où, si on ne met pas en place des actions dès aujourd'hui, et peut-être que demain, il n'y aurait plus de tourisme. Je pense, par exemple, quand j'étais en Amérique centrale, au Panama, il y avait des plages où ils étaient en train de construire à tout va des hôtels qui ne filtraient pas leurs eaux grises. Tout allait sur la plage, les surfeurs commençaient déjà à se plaindre qu'ils avaient des otites et que l'eau était polluée. Donc en fait, très rapidement, ce qu'ils étaient en train de développer au niveau touristique, ils pouvaient perdre leurs touristes du jour au lendemain, puisqu'ils étaient en train de polluer le lieu dans lequel ils étaient. Et puis, plus globalement, c'est se dire, j'ai envie de faire ma part,
faire ma part pour nos enfants, pour les générations à venir, et j'ai envie qu'à travers mon entreprise, eh bien, j'y participe. Toutes ces différentes raisons qui peuvent vous pousser à l'action, finalement, on se rend compte, en fonction du pourquoi on fait les choses, l'impact, il va être aussi... il va varier corollairement, puisque finalement, si je fais seulement ça pour respecter les lois, peut-être que je vais réussir à avoir un impact qui est neutre, et c'est déjà bien. Mais si je le fais parce que je veux faire ma part pour les générations à venir, toutes mes décisions au quotidien vont être menées par cette envie-là, et donc on va être sur un impact qui va être bien sûr beaucoup plus positif. Pour passer à l'action, donc 5 étapes clés. La première étape, c'est d'identifier les défis clés, les sujets sur lesquels on a envie de travailler. Vous n'allez pas pouvoir tout faire en même temps. Mettre en place plus de durabilité dans son entreprise, quand on est déjà pris en plus par le quotidien, où on a plein d'autres choses à gérer, c'est parfois de vrais projets. Et il ne faut pas se fatiguer, avoir envie de tout faire d'un coup et se décourager et finalement rien faire. Donc l'idée, c'est d'identifier des défis clés, des thématiques, en choisissant des projets peut-être faciles pour commencer. Se dire, ok, nous on va travailler sur les déchets. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des déchets? Ou alors on va travailler sur la biodiversité. Ou alors sur l'accessibilité pour les personnes avec un handicap. Vous voyez, c'est se poser la question, se dire, ok, je choisis une thématique pour commencer et je vois ce qu'on peut faire là-dessus. Et puis, je me mets sur cette thématique pendant 3 ans. Et puis ensuite, je me mettrai sur une autre. Avancer comme ça, petit à petit. Voilà, donc là, on va commencer par identifier des défis clés. Donc, quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles vous pourriez ou vous aimeriez agir, sur lesquelles vous agissez aussi peut-être déjà. Là, je vous ai donné différents exemples de thématiques dans lesquelles vous pourriez, par exemple, piocher. Et puis, en termes d'action, vous allez voir que quand on liste les actions qu'on pourrait mettre en place, souvent, on se retrouve avec 4 grandes familles d'actions. Il y a des actions qui sont vraiment de l'ordre de l'investissement, d'innovation technologique, d'acheter des panneaux solaires, des choses qui peuvent coûter cher et qui ne sont pas évidentes à faire tout de suite, surtout des fois quand elles n'ont pas été pensées dès le départ. Donc ça, c'est une grosse famille, mais il ne faut pas se dire, faut pas se focaliser là-dessus, parce qu'il y a plein d'autres choses aussi que vous pouvez faire qui sont plus petites et qui peut-être demandent moins d'argent et qui sont plus faciles à mettre en place, comme changement de process. Donc changement de process, ça va être par exemple, je sais pas, la manière dont vous nettoyez une chambre. Et bien finalement, on est aussi lié avec l'achat de consommables ici, puisqu'au lieu d'acheter certains produits chimiques, je vais prendre du vinaigre blanc avec quelques gouttes d'huile essentielle et du bicarbonate de soude, des choses comme ça. Là, on est sur à la fois, on va choisir d'acheter quelque chose d'autre et puis on va changer notre manière de faire. Mais il faut prendre un peu de recul pour réfléchir au process qui pourrait être modifié. Et communication, c'est la communication à la fois envers vos visiteurs qui séjournent, qui passent par chez vous, lorsqu'ils sont là, mais aussi avant, aussi après. C'est la communication aussi au sein d'une équipe avec vos employés. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut faire des choses pour l'écologie, le côté social, mais avant tout, est-ce que au sein d'une équipe, lorsqu'on est dans une entreprise où on est plusieurs, est-ce qu'on se respecte les uns les autres? Est-ce qu'on arrive à travailler ensemble? D'abord travailler sur ce côté interne avant peut-être de passer à des choses externes. On vous a donné avec un lien avec cette vidéo, avec un document type, mais que vous pouvez, vous n'avez même pas besoin de l'imprimer, vous pouvez aussi recopier sur un morceau de papier de votre côté. Donc l'idée, c'est de choisir d'abord une thématique. Donc par exemple, vous choisissez la thématique des déchets. Et là, vous vous dites, sur cette thématique, qu'est-ce que je fais déjà? Qu'est-ce que j'ai en projet de faire? Quelles sont les nouvelles idées à étudier, des pistes, de choses que j'ai vues, peut-être certaines que vous allez voir dans cette présentation. Et de se faire comme ça un inventaire. Cet inventaire, il est pour vous en interne, mais pourquoi pas, vous pourriez aussi le rendre public. Donc publier une page sur votre site internet où vous allez mettre tout ça. Et puis aussi, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux ou même les imprimer, le mettre dans votre entreprise, un endroit qui est visible des visiteurs, pour favoriser l'intelligence collective et ce qui va peut-être inciter des personnes à vous donner des idées en plus. Posez aussi la question à vos fournisseurs. Donc par où commencer? Une fois que vous allez lister différentes actions, si vous n'êtes pas sûr sur... Par exemple, on va prendre l'exemple des pailles. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de mettre des pailles dans chaque boisson? Est-ce qu'on ne peut pas
juste refuser, c'est-à-dire arrêter d'en mettre. Là, vous arrêtez d'en mettre et puis vous vous rendez compte que finalement personne ne vous dit rien. Bah, très bien, bah, on arrête d'en mettre. Mais si on se rend compte que certains clients en fait le demandent, eh bien on peut proposer d'en mettre à la demande. Et une fois qu'on propose d'en mettre à la demande, en mettant un petit panneau qui le dit ou en disant à vos serveurs de le communiquer, donc là ça va nous permettre, en le mettant à la demande, on ne va pas refuser les pailles, mais on va réduire le nombre de pailles. Et puis une fois qu'on se dit, ok, je mets quand même des pailles, on va se poser la question de remplacer les pailles en plastique par autre chose. Choisir des pailles en paille, des pailles en bambou, en carton, il y a même des pailles en sucre qui sont en bonbons. Vous pourriez faire payer un petit supplément pour les mettre, il y a un côté gourmand, c'est marrant. Et puis une fois que vous avez quand même par exemple mis des pailles en carton, on va se poser la question de comment les recycler, les réutiliser. On va pouvoir les mettre est-ce que j'ai un compost dans lequel je pourrais par exemple les mettre. Sur tous ces sujets, si vous avez vraiment envie de mettre en place des actions et de communiquer par la suite dessus et de faire les choses de manière sérieuse et forte, c'est pas toujours évident pour des petites structures, hein, si vous êtes juste une chambre d'hôte, mais quand on est peut-être un établissement plus grand, c'est d'autant plus important de choisir des indicateurs pour mesurer votre impact, ainsi obtenir de meilleurs résultats puisque vous savez ce que vous visez. Et puis lorsque vous allez communiquer par la suite, communiquer sur votre site internet, aux visiteurs, pourquoi pas même à la presse, c'est intéressant d'avoir des chiffres à donner. De dire voilà, auparavant, avant qu'on mette en place toutes ces actions, on utilisait tant de litres d'eau par client par nuit en moyenne. Là aussi, c'est intéressant d'utiliser des ratios parlants, parce que si vous dites on utilisait tant de litres par an, c'est pas parlant, on va arriver dans des grands chiffres, on a du mal à l'imaginer. Alors que si vous passez sur des ratios, par client par nuit par exemple, ou en faisant des comparaisons. Tant de kilomètres, ça va être égal à tant de terrain de foot, à tant de fois le Mont Blanc. Je ne sais pas, trouver des comparaisons qui sont en lien avec votre destination, ça peut être rigolo aussi. Ce sera beaucoup plus parlant. Ici, je vous ai mis quelques exemples. Donc le litre d'eau utilisé par client par nuit, pareil pour l'énergie, la tonne de déchets. Vous pouvez indiquer un pourcentage de fournisseurs locaux en disant, vous voyez au restaurant, 80% des produits que vous mangez proviennent de producteurs qui sont à moins de 30 km de là où on vit. Vous voyez, donner ce type de chiffres. Même au niveau des fournisseurs, vous pouvez imaginer avoir une carte où vous épinglez les différents producteurs en mettant même une petite photo pour rendre tout ça plus humain. Ça, vous pourriez l'afficher dans votre restaurant, mais aussi sur votre site internet. Sur mon site internet, donc, vous retrouverez une boîte d'idées pour les professionnels du tourisme qui donne plein d'idées d'action avec même des liens utiles et des outils pour faciliter le passage à l'action. Par contre, cette boîte à outils, c'était un travail qui avait été fait avec des étudiants à Lyon, donc pas forcément adapté à la Bretagne. Mais j'ai commencé à rechercher plus d'actions qui soient en lien avec la Bretagne et je vais vous donner quelques exemples après. Mais en tout cas, là, je vais vous donner quelques exemples dans la présentation maintenant, mais sur mon site, sachez qu'il y a beaucoup plus de références. Vous pouvez aller faire un tour dessus, c'est classé par thématique. Ça vous donne des exemples concrets. Des actions. Commencez par changer certaines routines. Ici, je vous ai remis le top 5 des actions qui sont proposées sur le site internet du film Demain que vous avez peut-être vu, où ils disent que ces 5 actions de tous les jours peuvent vraiment faire la différence par rapport à la transition écologique. Manger bio et peu de viande, opter pour un fournisseur d'électricité renouvelable, acheter dans des commerces locaux et indépendants, changer de banque, réduire, réutiliser, recycler, réparer, partager par rapport aux déchets. Mieux comprendre le dérèglement climatique. Vous pouvez sensibiliser autour de vous en animant par exemple un atelier fresque pour le climat. C'est un atelier avec des cartes que vous pouvez télécharger, imprimer gratuitement. Vous pouvez vous former. D'ailleurs, à Rostrenain, au mois de mai, il y a Anaïs qui travaille pour la fresque du climat qui va animer un atelier. Donc vous pourriez venir y participer. Ça va se passer à l'espace Cadoré. Vous pouvez retrouver les informations sur le site internet et sur la page Facebook de l'espace Cadoré. Et vous pourriez même vous-même, en participant une fois à un atelier, vous pouvez en devenir animateur et en proposer, d'en organiser autour de vous. Ça peut être pendant l'été, lorsque vous avez plein de monde dans votre camping, ou même avec les habitants de votre village pour créer du lien en local.
Fournisseur d'électricité, est-ce que votre fournisseur, peut-être que vous avez déjà opté pour une solution d'énergie renouvelable verte. Je ne sais pas qui est votre fournisseur. En tout cas, si vous posez des questions en vous disant est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est vraiment vert, vous avez Greenpeace qui tous les ans publie un comparatif des fournisseurs d'électricité sur son site internet qui s'appelle guide-électricité-verte.fr. Et là, vous pouvez voir ce que ça donne par rapport à celui chez qui vous êtes. Voilà, personnellement, je suis chez Enercop. Je trouve que à la fois écologiquement, c'est intéressant, mais aussi au niveau social, on est sur un modèle d'entreprise qui est une coopérative. Donc ici, c'est différent dans chaque région. Ici, c'est Enercop Bretagne, avec un modèle d'entreprise qui est une SIC, SCIC, donc qui permet à chacun de prendre part aux décisions, même à ses clients, au territoire, etc. Et puis, Enercop propose tout un petit guide de la communication. Donc, une fois que vous êtes chez eux, c'est intéressant de mettre ces petits stickers, d'en parler, de le mettre dans votre signature de mail. Parce que c'est mettre en place des actions. Et puis aussi, vous, en tant que structure, vous pouvez avoir un impact en sensibilisant les gens de manière douce, hein, puisque les gens ils sont en vacances, on n'est pas là pour les embêter tout le temps, mais de manière douce, en leur faisant passer des messages et en étant un peu un ambassadeur pour ces solutions que vous avez vous-même mis en place, pour essaimer. Remplacer la viande de bœuf par le poulet diminue l'impact écologique par 8. Ici, je vous ai mis le lien sur une vidéo qui en parle et ce sont des chiffres qui viennent d'un rapport de l'ADEME et de l'INRA, qui sont des structures très sérieuses. Je pense par exemple au sein d'un hôtel qui propose des buffets à volonté ou un traiteur, dire j'arrête de proposer du bœuf ou alors je propose que du bœuf mais qui provient vraiment d'une agriculture locale et qui est extensive et qui est bien, mais forcément ça coûte plus cher, c'est être peut-être ambitieux par rapport à cette histoire de la viande et bien sûr essayer de proposer toujours de plus en plus d'options végétales. Ici, c'est un exemple en Corse, donc il y a plusieurs hébergements qui proposaient des petits déj un peu basiques, avec les petites confitures maternes, les petits trucs en plastique, etc. Et ils ont vraiment travaillé sur proposer un petit déjeuner corse, plus local. Alors c'est plus difficile parce que parfois c'est plus simple de passer commande sur un catalogue où on reçoit tout le temps les mêmes confitures, les mêmes produits qui viennent régulièrement, alors que quand on passe parfois sur des producteurs locaux, peut y avoir peut-être falloir réadapter son petit déjeuner en fonction des saisons aussi. Donc c'est sûr qu'à mettre en place, ça peut être un peu plus difficile. Par contre, ils se sont rendus compte que malgré le fait qu'ils avaient augmenté du coup le prix en proposant une offre plus sympa, dans des hébergements où le petit déjeuner n'était pas inclus, c'était en plus, ils ont eu 30% de visiteurs qui ont pris le petit déj, qui n'en prenaient pas auparavant, qui se faisaient peut-être eux-mêmes leur petit déj. Et bien là, en proposant quelque chose de plus corse, de plus qualitatif, beaucoup plus de personnes ont opté pour ce petit déj. Et c'est là où on revient sur cette idée de augmenter la valeur ajoutée de ce que vous proposez. Acheter local et bio, ici c'est des exemples de sites internet en Bretagne qui peuvent vous permettre de repérer les producteurs locaux si vous ne les connaissez pas déjà. Et puis en Bretagne, vous avez par exemple Biomené, qui est, ils ont leur stock à côté de l'Odéac. Et en fait, ils sont fournisseurs, par exemple, pour les épiceries bio et pour les restaurateurs. Et donc, vous pouvez aussi passer commande. Donc là, on n'est plutôt pas sur le frais, mais on est sur l'épicerie, hein, sur vos céréales, vos farines, etc. Vous pouvez acheter en gros chez eux, ça vous coûtera moins cher, tout en n'ayant que des produits qui sont biologiques. Vous pouvez même imaginer créer un groupement d'achat et proposer à vos voisins, aux habitants de votre village, de passer commande en même temps que vous. Et donc d'essaimer vos bonnes pratiques dans l'endroit où vous vivez et de créer du lien avec vos voisins. Encore plus. On passe sur un autre sujet, le financement participatif. Donc si à un moment donné vous avez besoin sur un projet particulier de récupérer un peu de sous. Je vous donne des exemples de plateformes où vous pouvez lancer des financements participatifs avec Kengo, qui est la plateforme bretonne. Vous pouvez aussi, si vous êtes en train de peut-être lancer une entreprise et vous cherchez à faire de l'actionnariat solidaire, sachez qu'il y a des sites internet comme l'ITA qui facilitent cela. Et la NEF, là, c'est une banque éthique qui propose des prêts pour les projets qui ont du sens.
les cigales des réseaux d'investisseurs citoyens, vous en trouvez aussi en Bretagne. Par rapport aux mobilités douces, vous avez l'outil MobiBraze qui permet à vos clients de calculer leur itinéraire en fonction de là où ils partent pour venir jusqu'à chez vous, en proposant différents modes de transport. Et pour proposer, ça peut être intéressant de proposer en fait des circuits, mais en fait il faut voir le fait de venir en vélo chez vous, pas seulement comme ok je prends pas la voiture, je vais en vélo. Non, c'est pas juste pour le côté mobilité douce, mais voir le côté fun du truc en disant pourquoi pas proposer un itinéraire qui soit chouette, où les gens viennent en vélo jusqu'à la gare TER la plus proche, par exemple, je sais pas, jusqu'à Vannes, et ensuite vous réfléchissez à un itinéraire qui soit vraiment sympa, qui passe par des coins chouettes, vous donnez des idées de restaurants où manger les midis, d'endroits où vous arrêtez, pour venir jusqu'à vous en vélo. Mais du coup, pas juste dire ok on peut venir en vélo, mais vraiment travailler presque comme si vous étiez une petite agence de voyage réceptive à quel serait l'itinéraire le plus chouette pour une micro-aventure, et là on parle de micro-aventure, pour venir jusqu'à nous en vélo, et que ça fasse partie, en fait, c'est pas juste un moyen de transport, mais ça fait partie de l'aventure. Vous avez le label, d'ailleurs, Accueil Vélo qui existe, si vous avez envie d'accueillir plus de vélos voyageurs. Il y a des outils qui peuvent vous aider à mesurer et comparer votre empreinte carbone, je vous mets quelques liens utiles ici. Bien sûr, quand on parle de développement durable, on se pose la question de limiter la consommation d'eau douce. Je vous mets quelques exemples ici. Et c'est intéressant parce que là, il y avait une étude qui avait été faite, alors c'était sur des hôtels aux États-Unis, mais finalement, la chasse d'eau utilisait bien plus d'eau que la piscine, au contrario de ce qu'on pourrait imaginer. Bon, après, la piscine, ça pose d'autres problèmes de tous les produits qu'on met dedans. Mais... Par rapport à la biodiversité, vous avez un petit guide, Mon hôtel agit, qui peut aussi inspirer d'autres acteurs que des hôtels. Là, à nouveau, je vous ai mis tout un petit récap d'idées, d'actions qui peuvent être mises en place. Je ne vais pas les développer, hein, mais l'idée, c'est que vous puissiez aller piocher dedans ensuite en fonction des thématiques sur lesquelles vous souhaitez travailler. On reparle ici de la question du zéro déchet. Pour les zéro déchets, à nouveau, j'ai mis plein de liens utiles à aller creuser. Peut-être vous avez déjà entendu parler du nudge. Le nudge marketing, c'est une manière de communiquer qui incite discrètement les gens à passer à l'action sans les contraindre. Donc, vous voyez par exemple l'exemple des 2 assiettes. Si vous proposez un buffet, si vous mettez une plus petite assiette, forcément les gens vont moins en mettre dedans et donc voilà, ça va vous coûter moins cher parce qu'il y aura moins de gaspillage alimentaire, les gens vont devoir se relever plusieurs fois. Ça, c'est un exemple de nudge. Le fait de mettre un cendrier où vous faites voter les gens sur une question en disant vous êtes plutôt, là c'est plutôt pain au chocolat ou chocolatine, c'est une manière d'appeler les pains au chocolat, je sais plus où, en France, vers Lyon d'ailleurs je crois aussi. Enfin bref, les gens là peuvent voter, mais vous pouvez imaginer mettre d'autres choix, et là la marelle. Si vous tapez nudge dans votre moteur de recherche, que ce soit Google ou encore mieux Lilo par exemple, un moteur de recherche alternatif, vous verrez plein d'exemples qui peuvent vous inspirer à créer les vôtres. Concernant l'accessibilité, je vous ai mis le lien vers 7 courtes vidéos sur comment accueillir un public non ou malvoyant dans son établissement touristique. L'exemple, vous avez le label Tourisme et Handicap si vous avez envie de travailler sur cette thématique. Un guide de voyage collaboratif qui fonctionne comme un blog, HandiPlanet. Voilà, plein à nouveau de liens utiles. Comme je vous disais, dans la présentation, tout est cliquable. Hein, donc cette courte vidéo, vous cliquez sur le logo, vous allez arriver dessus directement. Donner plus de sens au tourisme à travers des activités où les visiteurs mettent la main à la pâte pour apprendre à faire des choses en lien avec la transition écologique et solidaire, par exemple. On en parlera plus dans le 2e atelier où on parle de communication, mais on parle aussi de comment rendre votre offre de séjour plus attractive en mettant en avant les activités possibles, surtout des activités où les gens peuvent apprendre à faire des choses, de type atelier, stage. Puisque l'idée, d'autant plus en Centre-Bretagne, c'est de mettre en avant ce côté humain et transmission des savoir-faire et alternatives. Ça peut être vraiment un facteur d'attractivité. Je vous disais tout à l'heure, se poser la question en interne, comment est-ce qu'on travaille les uns les autres au sein d'une équipe. Là, vous avez l'exemple un témoignage du Bois du Barde, qui est situé à Mélionnec, sur comment il applique au quotidien cette notion de gouvernance partagée, de sociocratie.
Communication non violente, comment on communique ensemble, comment on observe sans juger. Donc la communication non violente, c'est je prends un fait, il y a ça qui s'est passé, je culpabilise pas l'autre, je dis moi j'ai senti la chose comme ça, vous mettez en face l'émotion que vous avez ressentie et vous proposez, vous êtes dans la solution, vous proposez quelque chose à changer pour que dans l'avenir ça ne se reproduise pas. Je vous ai fait un résumé très rapide. Pour de meilleures relations dans son travail, ici l'exemple de la charte de Jacques Salomé. Voilà, à creuser, pareil, si vous voulez travailler sur le relationnel au sein de votre équipe. Il existe des outils comme Transiscope, près de chez nous, ce sont des cartes collaboratives. À vrai dire, Transiscope reprend toutes les cartes, plein de cartes différentes qui existent, dont celle de près de chez nous. Vous pourriez à la fois repérer des initiatives autour de là où vous habitez, mais aussi proposer d'en ajouter et de vous ajouter d'ailleurs vous-même aussi, comme si vous êtes très engagé comme initiative alternative. Aider à faire connaître Imago. Ici, on est sur une plateforme de vidéo un peu comme à la Netflix, sauf que c'est gratuit et que vous trouvez dessus que des documentaires engagés. Donc vous pouvez déjà en regarder, en faire passer dans vos réseaux sociaux, votre newsletter, des choses qui vous plaisent. Voilà, pour la faire connaître aussi, cette plateforme. Au niveau de l'événementiel, si vous organisez des festivals, il existe en Bretagne le collectif des festivals. Ils font des diagnostics gratuits pour accompagner les organisateurs. Ils ont d'ailleurs sur leur site internet plein de ressources, dont un MOOC. Un MOOC, c'est comme un cours en ligne gratuit, festival en transition. Si vous avez envie de vous engager dans une démarche de labellisation, de certification, en France, il en existe nombreuses. J'ai essayé ici de vous classer toutes celles que je connaissais par type de label. Vous avez d'ailleurs, juste là, dernièrement, au mois de décembre, il y a un webinaire qui a été enregistré par la région Bretagne avec Caroline Heller qui présente, voilà, plein d'écolabels différents en détail. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous ai mis en avant un petit zoom sur l'écolabel européen puisque vous pouvez bénéficier d'un accompagnement sur 3 ans avec l'ADEME, gratuit et personnalisé, pour vous faire écolabelliser par l'écolabel européen. C'est un programme qui a été mis en place pour favoriser l'écolabellisation. Et sinon, je vous avais marqué le prix que ça coûte en dehors de ce programme et pour la suite. Pourquoi se certifier? Alors, ça peut permettre de donner une liste de critères, d'indicateurs à utiliser, comme une feuille de route pour votre entreprise. Vous avez un peu cet effet club de gym. J'ai payé, alors j'y vais, je fais les trucs. Une fois qu'on s'est engagé ça peut permettre comme ça d'avancer d'autant plus. Certains labels certification proposent des outils, comme des sets de solutions, qui peuvent vous aider en fait en utilisant voilà, ce que eux connaissent déjà, qui fonctionne pour mettre en place chez vous. Et en termes de marketing, ça permet d'avoir une certaine crédibilité en disant on est dans cette dynamique écologique, solidaire. Et c'est pas seulement parce que nous on le dit, mais il y a une tierce partie qui est venue et qui l'a certifié. Regardez, on est labellisé par l'écolabel européen. Par contre, clairement, c'est pas très connu des voyageurs et du grand public. Donc c'est à vous, une fois que vous êtes fait labelliser, quelque part de le mettre en avant, de lancer un communiqué de presse auprès des journaux de votre coin, au niveau régional. Mais c'est plutôt à vous de prendre cet outil et de communiquer dessus, parce que les gens ne vont pas juste venir parce que vous êtes labellisé. Clairement. Et parfois, vous avez certains labels qui peuvent être un peu trop flous, un peu trop génériques, beaucoup de papier à remplir, ça prend du temps. Donc voilà, à vous de voir en fonction des différents labels ce qui vous paraît être le plus pertinent. Mais à nouveau, regardez le webinaire proposé par la région Bretagne, ça vous donnera un bon aperçu du sujet. Sachez qu'il existe aussi des critères internationaux développés par le GSTC, Global Sustainable Tourism Council, avec le soutien de l'ONU et de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, avec un label qui s'appelle Rainforest Alliance, qui est très connu en Amérique latine. Et ils ont travaillé ensemble sur des critères internationaux que vous pouvez vous en servir aussi comme base dans votre communication et dans votre feuille de route. Greenwashing versus greenwashing. Greenwashing, c'est le fait de communiquer sur des choses qu'on fait alors qu'en fait on ne fait pas grand-chose, mais le greenwashing, c'est le contraire. Parfois, on fait plein de choses
Et on le fait parce que ça nous semble juste naturel de le faire et on ne communique pas forcément dessus. Et c'est dommage parce que communiquer, c'est ok, se faire un peu de pub, mais c'est aussi essaimer ses bonnes pratiques, montrer que c'est possible, donner envie. Ici, je vous donne quelques exemples. Une fois que vous aurez fait la liste de ce que vous faites déjà, de ce que vous aimeriez faire, donc vous pourriez publier une page dédiée sur votre site internet qui reprend ces actions par thématique, en ajoutant d'ailleurs des liens utiles pour inspirer vos visiteurs à faire pareil. Et puis, vous pourriez reprendre chacune de vos actions une par une et programmer des publications dans vos réseaux sociaux avec ces idées d'action à nouveau pour inspirer les voyageurs, les gens autour de vous, peut-être à faire pareil. Vous pourriez, dans votre email de confirmation de réservation, envoyer un email qui dit « Pour un séjour plus éco-responsable, voici quelques propositions d'actions que vous pourriez entreprendre. Exemple, tac, tac, tac. Par exemple, venir en vélo. Voici le lien vers un itinéraire type à vélo, des choses comme ça. » Donc, déjà communiquer avant que votre visiteur arrive pour lui donner des pistes. Et puis dire « Sinon, tout le reste, vous inquiétez pas, on s'occupe du reste. Là, on vous a juste mis en avant les choses sur lesquelles vous pouvez avoir un impact. » Et puis sur place, dans votre hôtel, c'est mettre en avant en particulier les choses qui ne sont pas visibles. Il y a des choses qui se voient et des choses qu'on ne voit pas, comme le fournisseur d'électricité. Donc c'est se dire comment je communique dessus pendant l'expérience du client. C'était quelques exemples de communication très rapides, mais l'idée c'est que vous assistiez à la deuxième atelier, la deuxième vidéo dans laquelle on va développer cette partie communication. À la fois communiquer son engagement éco-responsable et de manière plus large, comment mettre en avant son offre, les activités, pour rendre un séjour en Centre-Bretagne plus attractif. Allons plus loin. En conclusion, au-delà de la notion de tourisme durable, on parle maintenant de tourisme régénératif. Alors là, c'est si vous voulez aller un cran encore au-dessus. Je vous invite à aller regarder sur Internet ce qui se dit sur cette notion de tourisme régénératif qui va au-delà du durable. Pour terminer aussi, vous pouvez devenir ambassadeur de la feuille de chou. C'est un trimestriel papier gratuit qui est publié par le collectif dont je fais partie, Voyageons Autrement. Voilà, vous pouvez vous inscrire en ligne, vous payez seulement les frais de port, mais vous recevez gratuitement ce trimestriel et comme ça, vous pouvez le distribuer autour de vous. Et êtes-vous aussi un ambassadeur d'un tourisme plus durable. Enfin, on vous invite aussi à rejoindre le réseau des professionnels engagés pour un tourisme durable en France, ATD. Vous pouvez d'abord vous inscrire à leur newsletter pour voir ce qui se dit. Ils organisent tous les ans aussi les palmes du tourisme durable, des universités du tourisme durable qui sont des rencontres pour parler de ces thématiques entre professionnels et territoires. Je vous ai mis le lien. Et là, d'autres liens de vidéos si vous avez envie de lire, d'en savoir un peu plus sur la transition écologique et solidaire. Des liens utiles de choses à lire avec là encore quelques vidéos. Et c'est terminé pour ce premier atelier. Donc voilà, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn, à me contacter, à me faire des retours. Et vous retrouverez tous mes supports à nouveau sur mon site internet 4rtourisme.fr. Et au plaisir de se rencontrer un de ces jours pour de vrai, vu qu'on habite dans le même coin. Au revoir et à bientôt. Kenavo.